Bonjour tout le monde, je m'appelle Gina Fortin. À travers cette vidéo, je vais vous montrer de quoi s'agit le premier livre que j'ai choisi. Cet ouvrage s'appelle Le deuxième sexe. Elle a été écrite par Simone de Beauvoir. Elle est née le 9 janvier 1908 à Paris et morte le 14 avril 1986, aussi à Paris. Sa famille était catholique. Cela veut dire qu'elle a reçu une éducation très sévère et traditionnelle. Elle est devenue une philosophe, romancière, mémorialiste et essayiste. Elle a été considérée par les mouvements féministes comme une pionnière de la libération féminine grâce à son ouvrage Le deuxième sexe. Les ventes en attendent environ 50 000 exemplaires en une semaine. Même si elle ne possède pas d'illustration, sa thématique est si intéressante qui attire l'attention du lecteur, vu qu'elle analyse une situation réelle sous différents points de vue. Ce livre est une édition du Club France Loisir Paris avec l'autorisation des éditions Gallimard. Il fait partie d'une collection divisée en deux tomes. Le premier s'appelle Les faits et les mythes, lequel je vais vous expliquer, et le deuxième s'appelle L'expérience vécue. J'ai choisi ce texte avant de le lire parce que dans les cours précédents de littérature, nous avons appris qu'avant le 19e siècle, autant en France que dans d'autres pays européens, la société ne permettait pas la présence des femmes dans la littérature. Cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas de femmes écrivaines. Véritablement, la plupart d'elles publiaient leurs œuvres de manière anonyme. Aussi, il y avait d'autres qui les signaient en utilisant le nom d'un homme. Pour cette raison, au moment de lire le titre « Le deuxième sexe », j'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'une œuvre destinée à défendre les femmes. Étant donné que ce texte n'est pas un conte, nous ne pouvons pas classer les personnages, mais nous pouvons mentionner quelques-uns qui ont été cités par Simone de Beauvoir. Lévi-Strauss, Friedrich Hegel, Merleau-Ponty, Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre, François Rabelais, Michel de la Montagne, Pauline de Labarre, etc. Par rapport au contexte historique, le deuxième sexe est l'essai le plus important du XXe siècle, c'est-à-dire l'époque contemporaine. Cette époque est très riche en événements historiques qui ont marqué le destin de la planète. Par exemple, les deux guerres mondiales, le développement de moyens de transport et de communication, le génocide, etc. Si nous parlons de la France, les femmes n'avaient pas le droit de vote parce que la société était conservatrice. La place de la femme était dans la maison avec ses enfants. En ce qui concerne Simone de Beauvoir, elle était si intelligente que son père pensait qu'elle avait le cerveau d'un homme. Plus tard, elle a fait partie du courant existentialiste, à laquelle appartient le français intellectuel de l'époque. En effet, sa philosophie féministe était existentialiste, vu qu'elle pensait qu'on n'est pas femme, on le devient. Afin de vous proportionner de façon générale l'information contenue dans cet ouvrage, je vais vous expliquer quels sont les 4 fragments qui constituent cet essai. Le premier, c'est l'introduction. Le deuxième, ce sont les 3 points de vue de théorie qu'elle a contestés. Le point de vue biologique, le point de vue psychanalytique et le point de vue du matérialisme historique. Le troisième, c'est l'histoire. Et le quatrième, ce sont les mythes. Le deuxième sexe présente le récit historique de Simone de Beauvoir sur la position défavorisée de la femme dans la société. Dans l'introduction, elle a commencé en utilisant le mot « je », en donnant au lecteur
l'initiation à la nature non conventionnelle d'un ouvrage apparemment académique dans lequel elle, comme narratrice, s'annonce de manière informelle dans la première personne. Également, elle s'est montrée par son sexe. Le deuxième élément choquant est de la même manière la conception de l'autrice. Non seulement la femme est subordonnée à l'homme, mais elle est complice du complot de la domination masculine. Après, dans la première partie de l'essai, Simone de Beauvoir se concentre dans le point de vue de la biologie, de la psychanalytique et du matérialisme historique, en tant que trois théories différentes et imparfaites pour expliquer la condition féminine. En addition, il ajoute qu'aucune de ces théories n'explique pas complètement tous les aspects de la situation de la femme. Elle constate que les femmes connaissent des phénomènes tels que la grossesse, l'allaitement et la menstruation, une malédiction qui permet d'accéder à la vie adulte, qui sont étrangers à l'expérience des hommes et qui contribuent ainsi à une différence marquée dans la situation des femmes. Cependant, ces événements physiologiques ne font pas en aucun cas de la femme une subordonnée directe de l'homme. Effectivement, la biologie ne peut pas rendre compte de la façon dont la société conditionne les gens à se traiter les uns et les autres, puisqu'elle inclut la femme dans le monde animal afin de prendre en compte la nature de la femme humaine. Penser que la femme est un animal est un insulte. C'est péjoratif parce qu'elle possède la même qualité humaine de l'homme, la même catégorie. Elle les accompagne et n'est pas son ennemi. Pourquoi insister en fait une différenciation? Pour continuer, la psychanalyse ignore la question de savoir pourquoi les gens sont d'abord motivés pour certaines choses. Simone de Beauvoir critique l'approche freudienne de la sexualité de la femme. En particulier, l'idée que les filles ont un retard de développement et sont donc inclinées à rester dans un état infantile ou à développer des névroses. En soulignant l'importance de l'organe masculin, son orgueil, Freud décrit que la femme se sent comme un homme mutilé. Aussi, la fille grandit en sachant qu'elle doit respecter l'autorité de son père et ses frères. Cela provoque un complexe d'infériorité car l'anatomie est son destin. Elle devient l'autre. Et le matérialisme historique est trop axé aux théories économiques pour reconnaître comment la sexualité et d'autres facteurs jouaient également un rôle dans le traitement des femmes par les hommes. Il refuse la définition de la femme comme organisme sexuel et soutient que le travail de la femme et la structure économique de sa société déterminent son identité. C'est l'apparition de la famille patriarcale fondée sur la propriété privée. Dans une telle famille, la femme est opprimée. L'homme régnant en souverain se permet d'avoir des caprices sexuels. Il couche avec des esclavages ou des tailles. Il est polygame. La femme se venge par l'infidélité. Le mariage est complet naturellement par l'adultère. C'est la seule défense de la femme contre l'esclavage domestique où elle est nue. L'oppression sociale qu'elle subit est la conséquence de son oppression économique. En addition, Simone de Beauvoir utilise la deuxième partie de l'essai pour décrire l'histoire des traitements de la femme dans la société. Elle commence par retracer la manière dont la société primitive maltraitait déjà les femmes. Elle est considérée comme inférieure aux hommes. Elle explique aussi comment l'avènement de la propriété privée a poussé les hommes à institutionnaliser l'oppression des femmes, lesquelles ont été considérées aussi comme des possessions. En outre, Simone de Beauvoir a reconnu que la religion a également façonné le traitement des hommes envers les femmes, en leur donnant des excuses morales pour les limiter. Toutefois, elle a souligné que le système traditionnel d'oppression
se poursuivent encore aujourd'hui dans les domaines de la reproduction, de la sexualité et du travail. Dans la troisième partie de l'essai, Simone de Beauvoir aborde la manière dont les femmes sont représentées dans les mythes et comment elle est illustrée dans la littérature. Elle a résumé dans ces lignes que les femmes étaient vues autrefois comme des idoles qui représentaient la nature et la maternité. Cependant, elle a noté que même dans cette adulation, les femmes étaient appréhendées et objectivées par les hommes. Elle avait ensuite diverses représentations mythiques de la femme. Ces opérations mystérieuses sont projetées dans la femme, qui se transforme en symbole de vie et se voit ainsi dépouillée de toute individualité. Maintenant, je vais vous partager un extrait qui a attiré mon attention et qui m'a fait réfléchir et analyser que la femme a été si importante pour l'humanité que Dieu a cherché une mère par son Fils Jésus-Christ. Il se trouve à la fin de page 242 et au début de la page 243. Je vais le lire. L'attraction descendante exercée par la femme est inversée. Elle n'appelle plus l'homme vers le cœur de la terre, mais vers le ciel. L'Éternel féminin nous attire vers l'autre, proclame Goëthe à la femme douce comme fausse. Puisque la Vierge est l'image la plus achevée, la plus généralement vénérée de la femme régénérée et consacrée au bien. Il est intéressant de voir à travers la littérature et l'iconographie comme elle apparaît. Voici un extrait de l'étanie que lui adressait au Moyen-Âge, la crétontière fervente. Ô Vierge, tu es la féconde rosée, la fontaine de la joie, le canal de miséricorde, le puits des eaux vives qui apaisait nos ardeurs. Tu es la mamelle dont Dieu allait les orphelins. Tu es la Noël, l'ami, le noyau de tous les biens. Tu es la femme sans rousse, dont l'amour jamais ne change. Tu es la piscine probatique, le remède des vies lépreuses, la subtile physicienne, dont l'appareil ne se trouve ni à Salerne, ni à Montpellier. Tu es la dame aux mains guérisseuses, dont les doigts si beaux, si blancs, si longs restaurent les nez et les bouches, font de nouveaux yeux et de nouvelles oreilles. Tu éteins les ardents, ranimes les paralytiques, redresses les lâches, ressuscites les morts. Finalement, j'ai profité de cet essai parce qu'elle m'a proportionné beaucoup d'informations que je ne connaissais pas. Maintenant, je comprends que grâce aux féministes qui ont lutté dans le passé, nous avons l'opportunité d'exercer le suffrage, de travailler et d'étudier. De plus, j'ai compris que je ne dois pas stéréotyper une femme pour la façon dans laquelle elle dirige sa vie, car elle est la seule qui sache qui est le mieux pour elle. Je vous invite à lire cet essai. Je suis vraiment sûre qu'il va élargir vos connaissances.